Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans une nouvelle web-série où nous partirons à la rencontre de Hicham Abdel Gawat. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de religion islamique, également formateur en dialogue islamo-chrétien, et en 2016, vous avez publié un livre aux éditions La Boîte à Pandore intitulé « Les questions que se posent les jeunes sur l'islam ». Nous aurons cette web-série, donc nous aurons 6 rencontres pour un petit peu découvrir ces questions que ces jeunes se posent et puis les réponses que l'on peut leur donner, mais peut-être ce serait peut-être intéressant, si vous voulez bien, commencer par vous présenter un peu votre parcours, parce que vous avez un parcours un peu original, je pense. Oui. Donc, moi, je suis né en banlieue parisienne. J'ai fait toutes mes études secondaires en région parisienne. Et après des études en électronique, des études supérieures en électronique, j'ai pété un câble, comme on dit, et j'ai plus voulu faire d'électronique. Ah oui. Tout à fait. Et donc, voilà, j'ai plus voulu faire d'électronique. Je me voyais pas passer 40 ans de ma vie dans ce domaine-là. Et quand j'ai regardé ma bibliothèque, je me suis rendu compte que, il y avait des bouquins religion, électronique, religion. Je me suis dit, ça veut dire quelque chose. Et c'est là que finalement, je suis parti à l'aventure. Je suis parti faire des études de ce que j'imaginais à l'époque être l'histoire des religions, parce que c'était un petit peu toutes les religions qui m'intéressaient, et pas uniquement ma religion qui est l'islam. Et donc je me rends compte qu'en France c'est assez difficile, mais par contre en Belgique il y a une formation qui s'appelle Sciences des religions, disponible à l'ULB et à l'UCL. Et donc sans rentrer dans les détails, j'ai fini par valider donc ce master de Sciences des religions à l'UCL. Et c'est par la suite que j'ai décidé de me diriger vers la carrière de professeur de religion islamique. Mais votre foi, elle était là depuis le début, depuis tout jeune? Vous avez toujours baigné dans l'islam, ou bien il y a eu un peu une conversion à un moment donné ou un retour à la religion? C'est-à-dire que la foi en Dieu a toujours été présente. Déjà enfant, l'idée d'un monde sans Dieu me paraissait plus absurde que l'idée d'un monde avec Dieu. Et donc j'ai grandi dans une famille qui était très croyante, mais pas forcément pratiquante. Et les choses ont vraiment basculé le jour où j'ai lu une traduction du Coran, et où là, je veux dire, quand on, sans préparation, sans connaissance préalable, plonger dans le Coran, c'est plonger dans un univers qui n'est plus du tout le nôtre. Et donc c'était bouleversement sur bouleversement, pas dans le sens traumatisme ou autre, mais dans le sens vraiment entrer en contact avec un discours sur le divin que je n'avais jamais entendu et que je ne m'imaginais pas. Le Coran, pour moi, c'était ce que mon père en récitait, et je ne comprenais rien, parce que c'est en arabe littéraire très archaïque, donc pas du tout du dialectal. Et donc c'est là que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, entre guillemets, et que les questions se sont enchaînées, jusqu'à ce que finalement j'en fasse ma carrière. Mais je dirais le contact avec le Coran a été donc un premier bouleversement, disons. Le deuxième bouleversement, ça a été lorsque, vers l'âge de 17-18 ans, donc le Coran je l'avais lu vers l'âge de 15-16 ans, vers l'âge de 17-18 ans, je commence à m'intéresser de plus en plus, je rentre dans des librairies qui se présentent comme islamiques et qui sont en fait des librairies salafistes, c'est-à-dire de l'islam saoudien, pour aller vite. Et donc là, finalement, dans ces discours-là, on fait passer pour étant, je dirais, l'islam authentique, des positions qui sont littéralistes, qui sont anti-occidentales et qui sont profondément fermées. Mais comme la rhétorique est très très bonne, et que pour des raisons peut-être qu'on pourra développer au fur et à mesure, mais la rhétorique est excellente, et le référencement constant dans ces bouquins, c'est-à-dire il y a une déclaration, un verset qui suit, ou une déclaration et une parole prophétique qui suit, donc ce référencement constant donne l'illusion du sérieux. Et donc j'étais tombé dans le panneau, tout simplement, et je m'étais radicalisé. Ça a duré à peu près 5 ans, jusqu'à ce que précisément j'entame ces études de sciences des religions. Ça s'est marqué comment, cette radicalisation? Est-ce qu'elle est également devenue vestimentaire, elle est devenue alimentaire, elle est devenue au niveau du discours? Comment est-ce que... Alimentaire, très certainement. Donc j'en étais par exemple à regarder dans les divers produits qu'on trouve dans des supermarchés, s'il n'y avait pas du E470 je sais pas combien, qui serait un truc tiré
d'une bête qui n'a pas été sacrifiée selon le rite qui était présenté comme étant le rite autorisé. Et donc faire ces courses devenait un sacré parcours. Au niveau de l'apparence, c'était plutôt la barbe qui était beaucoup plus longue que ce que j'ai là maintenant, et des choses qui sont assez absurdes, genre porter le pantalon au-dessus de la cheville parce que il y aurait une parole prophétique qui dit que voilà, laisser les habits descendre, traîner en fait, c'est un signe d'orgueil. Et donc les fameux savants salafistes qui vont dire pour éviter toute embrouille, on met au-dessus des chevilles. Donc c'était surtout des radicalisations de ce type-là, des sentiments anti-occidentaux aussi qui s'étaient développés et qui ont été exacerbés parce qu'à l'époque on était au lendemain du 11 septembre. Et donc les interventions de l'administration Bush en Irak, en Afghanistan, où finalement, sous prétexte d'attraper un terroriste, on va bombarder des populations entières. Et donc comme les discours anti-occidentaux existaient déjà dans la littérature salafiste, ce qui se passait au niveau international renforçait ces discours. Quand on trouvait dans ces discours l'idée que les Occidentaux sont des menteurs, des hypocrites, etc., là on a l'exemple, on a un homme politique qui est à la tête du plus grand pays occidental en termes de puissance militaire et qui, sous couvert de droits de l'homme et de démocratie, va bombarder des pays et accessoirement annexer des puits de pétrole. Donc je dirais la conjonction entre la politique internationale et les discours salafistes ont fait que j'étais dans une radicalisation qui n'était pas violente, mais qui était, je dirais, suffisante pour faire de moi quelqu'un qui s'auto-marginalisait en quelque sorte. Est-ce que cette radicalisation que vous avez vécue, elle aurait pu à un moment donné basculer également dans la violence, vous pensez ? Je pense que oui. Je pense que oui. Alors pas de violence, je dirais, dans les pays occidentaux même, mais alors à l'époque, la cause qui suscitait toutes les passions, c'était la cause palestinienne, donc par rapport au conflit israélo-palestinien, et il y avait des gens dans certaines mosquées qui émettaient l'idée de partir dans ces zones-là pour combattre tout simplement. Et je sais que ça m'a traversé l'esprit 2-3 fois, mais fort heureusement, parce que j'étais entouré par ma famille, par des amis, et parce que j'avais quand même quelques projets de vie, ça n'a pas pris. Mais peut-être que si les choses avaient été différentes au niveau interpersonnel, ça aurait pu prendre. Et qu'est-ce qui fait, alors voilà, vous, pendant 5 ans, vous êtes dans ce courant salafiste, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous choisissez de dire, voilà, non, ce n'est pas, je quitte ce mouvement-là pour aller vers un ailleurs. Parce que vous avez dit, là, il y a cette formation que vous avez eue à Bruxelles. Est-ce que c'est ça qui va faire le changement, ou bien c'est déjà avant de commencer la formation ? C'était déjà avant. C'est-à-dire que j'avais déjà rencontré des personnes. Donc une personne dans le bouquin, je l'appelle Mustapha, qui était un musulman traditionnel, donc barbe et tout ce qui... mais qui posait des questions. Et ça, pour moi, c'était nouveau par rapport à ce que j'avais lu dans la littérature salafiste. Dans la littérature salafiste, c'est les savants disent et les croyants, donc les savants, c'est-à-dire les théologiens en fait, les théologiens disent et les croyants appliquent. Avec Mustapha, c'était pas comme ça. Il fallait questionner, et parfois on questionnait des dogmes qui étaient importants. L'un des dogmes les plus importants que j'avais déconstruit avec Mustapha, c'était la venue d'une figure messianique qu'on appelle dans la tradition islamique le Mahdi, donc le bien guidé, l'imam bien guidé. Et il m'a montré avec des arguments qui n'est pas forcément utile de détailler, qu'on avait affaire à une croyance tardive, alors que dans la littérature salafiste, cette croyance est centrale. L'idée qu'il y aura un sauveur de la fin des temps qui va faire triompher la communauté islamique sur toutes les autres communautés, ça c'est quelque chose qui est central dans la littérature salafiste. Et donc le fait qu'un musulman traditionnel questionne, ça m'avait encouragé à moi-même questionner. Et question après question, on en finit par dédogmatiser, je dirais, la foi. Parce que je fais une distinction entre dogme et croyance. Un autre élément aussi, c'est que à l'époque, il n'y avait pas encore de Facebook, de choses comme ça. Donc, l'ancêtre des réseaux sociaux, qui est toujours utilisé aujourd'hui, mais beaucoup moins, qu'on appelle simplement les forums de discussion. Il y avait un forum dans lequel il y avait des débats entre musulmans, non musulmans,
Alors, il y avait de tout, des musulmans traditionnels, des musulmans laïcs, des musulmans radicaux, des chiites, des sunnites, il y avait des chrétiens catholiques, des protestants, des évangéliques, même des tenants d'une religion dont j'avais jamais entendu parler, qu'on appelle les Bahaïs, qui est une religion post-islamique née en Iran. Et donc là, je me rendais compte que quand on était entre salafistes, c'était facile d'avoir raison parce que quelque part on était tous d'accord, mais quand on avait en face de soi quelqu'un qui ne croit pas la même chose et qui questionne les présupposés sur lesquels on s'appuie, ça ne fonctionne pas du tout. Et donc c'est vraiment finalement la discussion avec ceux que j'appelais les autres qui a fait que je suis sorti de cette logique-là et que j'ai préféré une logique qui était plutôt axée sur les sciences humaines. Eh bien, nous aurons l'occasion, au cours de cette web-série, d'un petit peu découvrir tout ce que c'est, non seulement les jeunes, mais vous-même, poser comme question à l'islam. D'ici quelques jours, nous aurons l'occasion de nous retrouver pour un nouveau magazine de cette web-série. Merci.